swear. Bonjour. Bonjour, bonjour monsieur. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux catégories lightweight et welterweight de l'UFC particulièrement dense, en se posant une question finalement assez simple. Est-ce qu'il n'est pas devenu impossible de devenir champion lightweight welterweight? Ouais, mais Guillaume, il y a des champions. Évidemment, évidemment. Mais on dit ça par rapport aux catégories middleweight ou heavyweight, où là, vous pouvez le voir, tout le monde a un petit peu sa chance. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive finalement à confisquer la ceinture et vous ne pouvez pas non plus voir, par exemple, dans les catégories heavyweight, des mecs qui ont des séries de 5-6 victoires qui n'ont jamais eu de title shot. Contrairement aux catégories lightweight, effectivement, lightweight, notre rust est très, très, très sensible. Lightweight et welterweight, où là c'est vraiment l'embouteillage. Ouais, en fait, il y a plusieurs composantes qui peuvent expliquer ça. Il y en a une, c'est tout simplement une composante un peu morphologique, parce que il est beaucoup plus courant pour des mecs d'être, disons, entre 1m70, 1m80 et entre 65 et 80 kg. C'est extrêmement courant. De toute façon, ça se vérifie dans la vie de tous les jours, dans la majorité des pays. Et déjà, premièrement, du coup, de fait, c'est quand même vachement moins courant d'avoir un mec qui fait 1m90 et qui fait 95 kg de muscles et qui a une génétique intéressante en plus. Donc déjà, premièrement, voilà, il est assez logique que donc il y ait beaucoup plus de concurrents et beaucoup plus de gens dans les catégories lightweight et welterweight. Et disons, évidemment, ça c'est un peu communiquant aussi sur les featherweight et middleweight, etc. Et en fait, voilà, c'est un peu plus, ça se désagrège un peu plus si tu vas dans les catégories de plus en plus extrêmes. On poursuit le podcast. Je n'ai pas fait ça pour avoir l'air d'un bolos, mais parce que il y a des petites interférences avec le micro. Donc pour vous accommoder au mieux, eh bien j'ai mis le col de cette façon. C'était soit ça, soit tu te mettais torse-poil. Exactement. Mais ça, faut le mériter, mesdames et messieurs. Ça se mérite. Alors mon cher Rust, vous poursuivez sur le fait que les athlètes d'1m90, 85 kg ne faisaient pas spécialement du MMA, attention, aux États-Unis. Ouais, parce que, alors, on avait évoqué le fait qu'il y a, voilà, morphologiquement parlant, beaucoup plus de gens qui font voilà, un certain poids, une certaine taille, etc. Et que, en gros, le gros de la population, sans me faire un jeu de mots, mais du coup, se situe dans ce petit ventre mou. Et ça fait beaucoup de jeux de mots bizarres, mais c'est pas volontaire. Et du coup, le deuxième truc, c'est aussi que volontaire et orgueilleux. Et le deuxième truc, c'est que voilà, quand tu fais plus d'un certain gabarit, donc quand tu fais déjà partie un petit peu de l'exception en termes de génétique, quand tu es vraiment un athlète, que tu as un potentiel génétique intéressant et que tu fais, mettons, plus d'1m90 et 95 kg, et en réalité, tu ne vas pas dans le MMA. Parce que déjà, au niveau des programmes universitaires, voilà, comme tu l'évoquais, il y en a pas pour l'instant pour le MMA. Et puis, voilà, comme il n'y a pas non plus beaucoup d'argent, ceux qui font cette stature-là, ils vont soit en MMA, soit en NFL, soit en NHL un petit peu moins, parce que là, c'est vraiment spécifique. Mais en NBA, tu voulais dire, ouais. Enfin, basket. Ouais, voilà. Mais en gros, voilà, ils ne vont pas, en tout cas, en MMA. Et c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que ça se raréfie en fait. Plus tu montes dans les catégories, et plus c'est un peu le désert de Gobi. Et voilà. Et donc c'est pour ça que on se concentre. Il y a vraiment un concentré de combattants de très haut niveau. Et il y a un niveau qui s'élève parce que le fer aiguise le fer. Et donc, plus tu as de combattants de haut niveau dans une catégorie, plus le niveau s'élève. C'est assez logique, c'est assez rationnel. Et c'est pour ça qu'effectivement, non seulement il y a une différence de niveau technique entre les catégories, entre guillemets, moyennes, donc les lightweight, les welterweight, et les plus grosses catégories. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a vraiment une différence de densité de catégories dans les lightweight, les welterweight. Et c'est pour ça qu'effectivement, le top 30 de la planète et vraiment toutes organisations confondues en lightweight et welterweight, c'est un couloir de la mort. Ils sont tous ultra sharp, ils sont tous super bons et comment dire. Et voilà, et c'est parce qu'il y a toutes ces composantes-là qui sont déjà, comment est-ce qu'on dit, des composantes démographiques. Et voilà, et c'est pour ça que de fil en aiguille, tu te retrouves avec effectivement un top de la catégorie, puisque tout a été tiré vers le haut depuis le début, qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus complexe à percer que dans les catégories soit en dessous, soit au-dessus, quoi. Et encore en dessous, c'est un petit peu moins vrai qu'au-dessus, puisque en dessous, comme ce sont des plus petits gabarits, plus rapides, une meilleure endurance, et aussi, du coup, comment dire, moins de KO, moins de finish, etc.,
eh ben, ils s'entraînent un petit peu plus, ils sont plus techniques. Et c'est pour ça que le niveau est quand même beaucoup plus élevé chez, mettons, les flyweight qu'il ne l'est chez les heavyweight. Après, cela dit, c'est vrai que j'ai l'impression que la catégorie bantam, elle est extrêmement dense, mais tu as moins une domination d'un athlète. On a l'impression que tout le monde a un petit peu droit d'avoir sa chance, où c'est un peu chacun son tour. Ouais, c'est intéressant. Et Parce qu'elle est aussi hyper chargée, hein, cette catégorie. après, ouais, c'est intéressant et je ne sais pas si c'est dû à. Il y a peut-être une histoire de cycle parce que en bantamweight, il y avait à un moment donné Dominique Cruz et puis bah, après, il y a eu effectivement c'était quoi le trio ou Il y a eu Renan Barão, Ouais, il y a TJ eu Renan Dillashaw, Barão et après TJ Dillashaw et puis à un moment donné, il y a eu Cody Garbrandt. effectivement la tempête TJ, Dominique Cruz et puis Garbrandt. Mais c'est peut-être des cycles parce que bah, là, ouais, on pourrait faire l'argument que s'il n'y avait pas le monstre Khabib Nurmagomedov en lightweight, on pourrait dire aussi qu'il y a Tony Ferguson, Khabib, et puis on peut aussi mettre dedans à moindre mesure Dustin et puis Connor. Mais ouais, et si voilà, et s'il n'y avait pas Khabib, ils se tireraient tous la bourre et on aurait aussi l'impression que c'est un espèce de comme ça de trio ou en tout cas de groupe de tête, un peloton et des gens qui suivent derrière. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est compliqué et c'est beaucoup plus compliqué, disons, de percer dans les catégories lightweight et welterweight parce que c'est des couloirs de la mort où voilà, les 50-100 premiers sont vraiment à très très gros niveau, tandis que vous allez en heavyweight, voilà, passer déjà le top 30, ça, voilà, faut déjà commencer à ramer au niveau et au niveau des athlètes un peu performants qu'on peut trouver, quoi. Et surtout que, justement, par rapport à ces catégories-là, donc welter et lightweight, c'est un peu aussi ça l'autre sujet du podcast, c'est qu'il y a une catégorie intermédiaire entre ces Ouais. deux poids. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'UFC qui se développe, le MMA qui se développe, vous aurez de plus en plus ce côté, cet aspect d'ailleurs, embouteillage. Parce que vous allez avoir des top athlètes, donc quand on dit top athlètes, on parle des Habib ou des Kamaru Usman, qui vont être toujours plus hauts parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de moyens, et vous allez forcément avoir des phénomènes dans ces catégories de poids, mais en même temps, la catégorie qui va elle-même se densifier parce que le MMA devient de plus en plus connu, qu'il y a des programmes qui se développent ici et là, mais dans le même temps, comme il y a de plus en plus de personnes qui font du MMA, tous les mecs qui sont un petit peu en dessous, bah, les Neil Magny, les gars comme ça, qui ont pourtant été sur des séries de victoires hyper impressionnantes, et bah, les mecs se retrouvent un petit peu à garnir les rankings de l'UFC. Et c'est pour ça que de plus en plus de personnes disent, plutôt que de faire 155, 175, donc 70-77, Ouais. exactement, de faire une catégorie 155, 165 et 175. Ouais. Et donc justement que les catégories welterweight et la nouvelle qui arriverait là soient un petit peu intermédiaires afin de permettre à tous ces mecs-là, donc quand on dit tous ces mecs-là, c'est les gars morphotypes Kevin Lee, RDA, qui sont obligés en fait d'être entre deux, donc trop petits pour être des welterweight, trop grands pour être des lightweight et qui se retrouvent obligés de faire le yo-yo au gré finalement de leur forme physique entre guillemets, de trouver vraiment une catégorie à part entière. Et là, pour le coup, si l'UFC pour l'instant est pas très favorable à ça, il y a énormément d'athlètes qui poussent parce que c'est vrai que physiquement, vous avez des mecs qui se retrouvent paumés. Et puis, et là, ça, on peut être même plus générique, c'est par exemple pour regarder la catégorie moins de 84 kilos. Vous demandez à vos potes, 84 kilos, pour moi je pèse 85, je suis pas un mec hyper impressionnant physiquement. Mais à l'UFC, si vous êtes dans les moins de 84, vous appartenez à la catégorie des super humains, si vous voulez. Vous vous retrouvez à côté de Luke Rockhold, vous dites, ah, d'accord, c'est pas possible. Et c'est exactement ce que disait Rust. C'est que c'est pas les mecs qui font 1m85, 85 kg. Non. Quand vous êtes en moins de 84, vous faites 90, 100 kg dans la vie de tous les jours et vous faites 1m90, 2 mètres. Vous êtes monstrueux. Donc forcément, les hommes normaux comme vous et moi, on est au maximum au moins 77. Donc ça vous donne une idée à peu près du nombre de personnes qui sont éligibles à cette catégorie-là. Bah ouais, complètement. Et puis c'est vrai que par rapport à ce qu'on vient de dire, ça a du sens. C'est vrai que oui, c'est un énorme jump, c'est un énorme fossé entre les 84 kilos par exemple et les 93, et aussi entre les 93 et les moins de 120. Mais c'est vrai que s'il fallait choisir pour faire une nouvelle catégorie, il vaut mieux faire plutôt celle de 165 pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, qui est que de toute façon, il y a tellement une foule de combattants de très très gros calibre qui sont là comme ça disséminés dans cette petite catégorie, que ça aurait beaucoup plus de sens de la faire en 165 livres. Et bah ouais, du coup, ça fait 74 kilos, je crois que c'est ce que tu disais, plutôt que, même si ce sont des énormes fossés, en faire une entre 84, 93 ou au-dessus. Donc c'est vrai que
L'idéal, ce serait probablement d'en faire plusieurs, c'est-à-dire et 165, et puis d'en faire de nouvelles entre les middleweight, mais même entre les welterweight et les middleweight, parce que ça fait quand même un sacré fossé aussi. Entre 77 Complètement. kg et 84, ça fait aussi un sacré fossé. Mais voilà, dans l'ordre des priorités, ce serait celle de 165, parce que là, vraiment, il y a énormément de gens. Et encore, on parle de Kevin Lee et de Dos Anjos, parce que ce sont des anciens title challengers, parce que je crois que oui, Kevin Lee, c'était pour le intérim aussi contre Tony. Ouais. Donc, on parle d'eux parce que ce sont les plus connus, mais vous pouvez être certain qu'il y en a énormément aussi, et parce qu'ils ne sont pas médiatisés, on n'en parle pas, qui sont dans la même situation parce que très gros pour lightweight et un peu trop petit pour les welters. Donc voilà. C'est pour ça, en fait, qu'il y a tout un battage autour de la KT 165, c'est parce que c'est pas un détail, et c'est vrai que c'est dommage, en tout cas à mon sens, que Dana White s'y oppose aussi fermement, ce que je comprends toujours pas, parce que oui, ça ferait un champion en plus, et puis Dana White n'a pas envie que ce soit comme en boxe anglaise où tu as tous les 2 kilos un champion et donc tu t'y perds. Je peux comprendre sa rhétorique, mais d'un autre côté, vu que c'est de toute façon une échelle de poids et taille parmi les morphotypes humains qui est tellement, tellement, tellement couru, il y en a tellement des gens qui ont ces morphologies-là, que oui, il y aurait peut-être un champion en plus, mais comme tu dilues pas le niveau, tu vois. Je comprendrais cet argument-là de dilution du niveau, du nivellement par le bas. Par exemple, si tu fais une KT entre middleweight et light heavyweight, Ouais. c'est clair que t'offres un nouveau champion, mais le nouveau champion, voilà, il y a moyen que ce soit un mec vraiment pas ouf, quoi. Donc là, je peux comprendre le côté dilution parce qu'il y a déjà pas. Évidemment, il y a énormément de talent, et non seulement tous ceux qui sont à l'UFC ont énormément de talent et ce sont des combattants d'élite, mais comparé aux plus petites catégories, c'est vrai que c'est pas le même niveau, c'est pas le même talent. Et donc, on se retrouverait avec une situation comme on avait eu un peu pour le MMA féminin, les premières championnes. Tu avais Nico Montano qui était En championne et flyweight, qui, ouais. objectivement, en flyweight, était vraiment pas super. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des. Voilà, il y a des catégories, par exemple, qui sont là. Et la catégorie, donc, j'ai oublié laquelle c'est, de Boulette Valentina Shevchenko. Flyweight, ouais. Donc, c'est la flyweight, encore une fois. Et ben voilà, pour l'instant, il n'y a personne, quoi. Et si tu enlèves Shevchenko, ça fait une catégorie qui est vraiment très, très, très faible. Et ce Exactement. serait comme ça pour une catégorie probablement aussi si tu mettais entre 84 et 93 et puis tu en rajoutais une autre au-dessus, quoi. Il y a Ouais. moyen, en tout cas. Exactement, et c'est un peu ça le risque, et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc c'est pour ça aussi qu'on faisait le podcast, c'est un auditeur qui nous avait parlé de Tony Ferguson, qui était quand même sur 12 victoires consécutives et qui n'avait jamais eu, rendez-vous compte, hein, de combat pour le titre undisputed. 12 victoires consécutives, c'est le record all-time de la catégorie lightweight, car Habib, lui, a aussi 12 victoires consécutives à l'UFC, mais 2 combats catchweight, catchweight qui veut dire combats qui ne sont pas dans des catégories définies, mais les deux athlètes, enfin plutôt le management et l'UFC se sont mis d'accord. Généralement, quand il y a un des deux athlètes qui manque le poids pour pour se mettre d'accord pour une catégorie de poids, enfin, un poids défini intermédiaire et donc non présent dans les catégories. Donc voilà, Tony Ferguson qui avait jamais eu de titre, de combat pour le titre undisputed. Et c'est vrai que vous regardez en light heavyweight, par exemple, Anthony Smith a obtenu des victoires, enfin, wow, des title shots après des victoires sur des mecs, vous allez dire, c'est pas hyper impressionnant. Et Rust le disait, c'est vrai que quand vous regardez la catégorie flyweight ou même d'autres catégories féminines, notamment en date par exemple la catégorie featherweight, où vous allez avoir Amanda Nunes qui va faire son prochain title shot contre notre chère Felicia Spencer. Felicia Spencer, donc, qui a battu Zara Ferme pour obtenir son title shot. C'est vrai que vous pouvez vous dire c'est un petit peu surprenant, sachant qu'avant ça, Felicia Spencer est surtout connue pour avoir tenu l'entièreté de 3 rounds face à Chris Cyborg. On a été assez nettement dépassé face à Chris Cyborg. Donc si vous voulez, c'est un peu léger d'avoir quelqu'un comme ça qui obtient le title shot en featherweight. Featherweight, il n'y a même pas de classement si vous voulez chez les femmes. Et face à ça, et là je ne dis pas, c'est pas du tout pour clasher le MMA féminin, c'est simplement pour vous donner une différence des catégories, ou même si vous voulez Jan Blachowicz, qui s'est fait brutalement mettre KO par Thiago Santos, ensuite qui arrive à battre Luke Rockhold pour son premier combat chez Light Heavyweight, qui bat ensuite Anderson pour une deuxième série de victoires assez impressionnante, ensuite qui vient difficilement après un combat qui était assez compliqué à bout de Jacare Souza et qui là, selon toute vraisemblance, va obtenir le title shot face à John Jones. Et vous avez des mecs comme Charles Oliveira qui sont sur 7 victoires consécutives face à des tueurs qui vient de finir Kevin Lee. Et là, pour vous faire une idée, pour avoir une idée un petit peu du truc, il est notre cher Oliveira 7ème de la catégorie lightweight. Personne ne parle de lui pour le titre. Et là, voilà, c'est pas du tout pour blâmer telle ou telle catégorie, mais c'est juste pour un petit peu enfoncer nos propos et dire vous avez des différences de catégorie où d'un côté
pouvez être sur 3 victoires consécutives, vous êtes la nouvelle pépite de l'UFC. On pense notamment à Volkan Ozdemir chez les light heavyweight, qui avait enchaîné 3 victoires. OSP, Sirkunov et Jimmy Manua. Title shot directement face à Daniel Cormier. Et de l'autre, voilà, des Charles Oliveira qui sont obligés de continuer à trimer. Et très justement, aujourd'hui, vous demandez à tout le monde, il ne mérite pas encore le title shot. Mais voilà, ça vous donne une idée des différentes catégories où d'un côté, c'est assez facile et de l'autre, c'est la croix à la bannière. En fait, on pourrait presque résumer ça en disant, pour les catégories comme light heavyweight et au-dessus, c'est toujours un espèce de stress pour trouver un nouveau challenger. On est toujours en train de se dire, putain, merde, Yaki, qu'est-ce qu'on peut prendre? À toi, viens, vas-y, viens. Tandis que dans les catégories lightweight, welterweight, on est limite obligé de repousser le flux de contenders tellement il y en a. Et ça vous donne un petit peu une idée, effectivement, de l'état des catégories. Et je ne pense pas que ce soit des cycles, hein, comme on vient de le dire. Évidemment, il y a eu des âges d'or. Par exemple, en light heavyweight, il y a eu qu'est-ce qu'on pourrait dire, l'âge d'or où il y avait les Rashad Evans, Lyoto Machida, les John Jones, qui étaient un peu Shogun Rua, qui étaient un peu en même temps dans tout ça. Même quand il y avait Chuck Liddell et tout ça. Ouais, voilà, ou alors les Chuck Liddell, Tito Ortiz, effectivement. Mais voilà, il y a eu bien sûr des âges d'or parce que voilà, il y a des moments qui sont un peu meilleurs que d'autres, où il y a des talents qui se retrouvent au même moment, au même endroit, etc. Oui, bien sûr. Mais de manière générale, voilà, en lightweight, c'est toujours une file d'attente en mode PQ confinement pour le challenge, pour le titre. Tandis que, ouais, voilà, tu as vraiment, light heavyweight, tu as le tumbleweed, c'est la ville fantôme, tu es toujours en mode. Bon, si tu as 2 victoires d'affilée, même si c'est limite pas hyper spectaculaire et que les gens ne sont pas forcément attachés à toi médiatiquement, viens quand même. Voilà, il nous faut quelqu'un à donner au champion. Parce que Jan Blachowicz, vraiment, il est ultra stylé, il est solide et tout, mais objectivement. Contre John Jones, il n'a aucune chance. Voilà, il n'a aucune chance contre John Jones. Et puis techniquement, comment dire, il a des arguments à faire valoir, mais il n'a rien de spécial. Tandis que c'est vrai qu'en lightweight, voilà, tu parlais de Charles Oliveira, le mec, c'est un tueur à gages. En JJB, c'est un tueur absolu. Debout, c'est maintenant en plus qu'il a vraiment taffé son Muay Thai, c'est un assassin. Et tu as vraiment ce côté, le mec qui est ultra affûté, ultra complet. Et voilà, et il est dans le top 10 et il galère pour avancer. Un mec aussi complet, aussi affûté, aussi dangereux, qui a autant d'armes à faire valoir, limite, voilà, il est champion direct en light heavyweight, quoi. C'est beaucoup plus compliqué de trouver des gens comme ça dans ces catégories. Voilà, encore une fois, on le rappelle aussi, c'est une histoire de plus t'es imposant physiquement, plus chaque entraînement a des conséquences physiques plus dramatiques. Les impacts sont beaucoup plus importants dans ces hautes catégories, donc tu dois y aller beaucoup plus mollo. Tu te blesses. Blessure, c'est pas si évident, mais j'aurais tendance à dire que tu te blesses aussi plus souvent du fait de la carcasse que tu transportes et des impacts qui sont beaucoup plus violents, etc. Donc voilà, tu as moins le temps de travailler la technique, c'est moins facile, tu es beaucoup moins rapide, beaucoup moins agile, beaucoup moins endurant, donc tu peux moins passer de temps à t'entraîner, donc tu as moins de technique. Enfin, tout va ensemble en fait. Et c'est pour ça que tu as un niveau qui est moindre plus tu montes de catégorie. Et donc voilà, et c'est pour ça aussi que, à contrario, quand tu te retrouves non, c'est même pas à contrario, mais quand tu te retrouves en heavyweight avec des Cain Velasquez qui sont très complets, qui sont endurants, très techniques, etc., forcément, voilà, tout de suite, tout le monde a reconnu que c'était probablement, même s'il s'est blessé énormément, tout le monde s'est dit, ok, forcément, c'est un mec qu'on a une fois tous les 10 ans, c'est le next Fedor, quoi. Et voilà, et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus de facilité à sortir du lot, quoi, tout simplement. Complètement. Et c'est vrai que pour ajouter à ça, au fait que les catégories lightweight et welterweight peut-être mériteraient justement un petit peu plus de monde, vous pouvez regarder aussi, ça fait partie des seules catégories où, hors UFC, il y a aussi des noms qui sont reconnaissables. Et par exemple, la catégorie welterweight au Bellator ne rigole pas du tout. La catégorie lightweight du Bellator non plus ne rigole pas. Et c'est là aussi où l'UFC peut se permettre de laisser partir ses talents. Par exemple, imaginez une seule seconde. Ça va être très compliqué de l'imaginer, mais imaginez tout de même que notre cher Eddie Alvarez soit en light heavyweight et que l'UFC ne renouvelle pas son contrat et lui dise allez, vas-y, tu peux partir justement au ONE FC. Ça ne serait jamais arrivé. Ouais. Donc voilà, il y a tout ce côté-là où, comme le disait Rust, ils sont presque à dire, par exemple, pour un Islam Makhachev, qui, en light heavyweight, l'UFC l'aurait évidemment poussé. Là, ils en sont presque. Ils lui disent pas du tout ça, mais quand on regarde les interviews d'Abdulmanaf Nurmagomedov, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, il en est à dire Habib va faire sa carrière et une fois qu'il sera parti, ce sera au Tour d'Islam.
Mm. Et là, aujourd'hui, Islam Makhachev, il est 13e de la catégorie lightweight. Mm. Et ça se fait step by step, mais hyper lentement. Diego Ferra, que nous aimons énormément, il est 10e de la catégorie après avoir battu Anthony Pettis. Ouais. Et, C'est là fou. encore, c'est super pour nous en tant que fans, parce que, si vous voulez, les affrontements lightweight, c'est superbe parce que, à part Habib, qui est aujourd'hui assez nettement au-dessus du lot, quasiment tout le monde peut être champion dans cette catégorie, alors que c'est vrai que voilà, on prend la catégorie light heavyweight ou même heavyweight, c'est très très compliqué, même quand vous entrez dans le top 5, de vous dire, bon bah là, il est calibre champion. Mm. Mais Ouais. le problème, c'est que les athlètes n'ont pas tous leur chance à la ceinture, et c'est là, on voulait également parler de cet exemple-là, notre cher Leon Edwards, pour Ouais. lequel ça risque d'être extrêmement compliqué malgré sa série de victoires. Et là, lui, pour le coup, il ne bénéficie pas de son style, on va dire, qui serait, l'UFC peut se dire, on va pousser des mecs qui sont un petit peu plus flamboyants pour la ceinture, parce que Leon Edwards, c'est efficace, mais c'est vrai qu'en dehors de la cage, comme dans ce qu'il apporte, quand on dit de ce qu'il apporte, c'est vraiment, là, on va dire, c'est pas une machine à highlight, c'est un peu compliqué à l'UFC de pouvoir le marketer. En fait, c'est ça. Pardon, Non, mon non, cher. pardon. Non, 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 pas du tout. Je me grattais juste le menton. Je t'ai retrouvé dans le coup de Non, non, pression. t'inquiète. Mais ouais, ouais, c'est là où, voilà, encore une fois, bon, les gens vont dire qu'on se répète, mais pour être champion en lightweight, en welterweight, tu es obligé d'avoir le full package. Tu es obligé d'être ultra chaud physiquement, tu es obligé d'être ultra chaud techniquement, tu es obligé aussi d'avoir quelque chose de spécial au niveau de la machine médiatique. Il te faut avoir une personnalité intéressante, c'est toujours un plus. Tu es vraiment obligé de tout avoir. C'est vraiment, c'est une condition, je sais plus quel est le truc nécessaire et je sais pas trop quoi, merde, j'ai oublié en mathématiques, là, comment on dit, mais nécessaire et je sais plus. Mais en tout cas, tu es Sine qua obligé. non, la condition sine qua Non, non. il y a un truc genre nécessaire et suffisante, mais putain, oh là 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 là, spémat et je suis incapable de retrouver ça, terrible. Mais bon, et en tout cas, tu es obligé d'avoir tout ça. Si tu n'as pas tout ce package, et on l'a vu avec Tony Ferguson, on va pas se le cacher, Tony Ferguson sur 12 victoires d'affilée, ultra technique, une personnalité incroyable, Et des voilà, fans. Enfin, et c'est des pas fans, quand mais même. il lui Ouais. manque un des trucs sur les 3 ou 4, je ne sais plus combien j'en ai cité, c'est l'appui médiatique, le côté reconnaissance presque au-delà des frontières, au-delà des fans hardcore, etc. Il n'avait pas ça, donc l'UFC ne l'a pas poussé de la même manière qu'ils n'ont pas poussé Colby Covington quand il ne s'était pas fait sa personnalité voilà, pour gagner en gros en controverse et donc en couverture médiatique. Tandis que on pourrait faire un parallèle avec Curtis Blades, par exemple, en heavyweight. Eh ben, il n'a On n'en pas une parle même personnalité. pas. Voilà, voilà. Mais encore une fois, on n'en parle pas, mais il n'a pas une personnalité incroyable. Il n'a zéro machine médiatique derrière lui. Mais bon, bah, il se trouve que s'il n'y avait pas eu Francis Ngannou, il aurait déjà eu son title shot parce que bah, il bat des gars. À partir d'une série de 2 ou 3 victoires d'affilée, bah, généralement, on commence à dire bon, bah, ok, title shot pour un heavyweight. Donc, un mec comme Curtis Blades pourrait être champion à l'heure actuelle s'il n'y avait pas eu un arch-némésis en la personne de Francis Ngannou, parce que, en ayant simplement les performances sportives, parce que, entre guillemets, ça suffit en heavyweight, justement parce que c'est beaucoup plus vide et dilué, quoi. Tout simplement. Exactement. Donc voilà, c'était un petit peu ce podcast pour dire que oui, confirmer un peu ce que vous avez dit notre auditeur, qu'il y a des catégories qui sont extrêmement denses et que c'est vrai que tous les athlètes ne vont pas avoir leur chance. Et il suffit, vous l'avez vu pour Tony Ferguson, vous risquez de le voir même pour d'autres athlètes. Par exemple, Demian Maia, lui, était passé à ça. Il a dû avoir une série de victoires. Je crois que c'était 7 ou 8 avant d'avoir son title shot. Je sais pas trop quel âge. Title Ouais. shot, bien évidemment, chez les welter. Ou vous pouvez être sur une série hyper impressionnante, mais vous n'avancez pas, ou au contraire, vous piétinez, tout simplement parce qu'il y a énormément de monde. Peut-être que vous n'êtes pas le mec le plus marketable. Peut-être aussi que vous n'avez pas le style qui fait que l'UFC va se dire, ah bah tiens, le mec, il mériterait, parce que par exemple, Leon Edwards, aujourd'hui, je crois que c'est la deuxième plus grosse série active en welter, sauf que bah, le mec qui va lui passer devant, c'est Jorge Masvidal. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous. Jorge Masvidal, sa dernière victoire, c'est contre Nate Diaz. Leon Edwards, sa dernière victoire, c'est contre Hardy. Qui mérite le plus? On a tendance à se dire que sportivement, c'est Leon Edwards. Sauf que, voilà, le mec le plus connu et le gars, on va pas se mentir, que vous avez envie de voir le plus contre Kamaru Usman, eh bien, c'est Jorge Masvidal. Ok, en plus, il aurait pu avoir une petite revanche un petit peu contre. Mais non, les gens n'ont pas envie de voir ça. Donc voilà, alors qu'au contraire, c'est vrai que les autres catégories sont un petit peu plus ouvertes. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien, par exemple, pour reprendre les heavyweight,
que c'est vrai qu'il y a des exemples comme Cyril Gane, qui 1 an à peine après avoir débuté professionnellement en MMA, peuvent arriver à l'UFC, ou même Francis Ngannou, qui a découvert le sport en 2013 et qui a eu son title shot janvier 2018. En lightweight, ça n'arrivera jamais. C'est impossible. En fait, l'exemple est parfait. C'est impossible d'avoir ce genre de scénario en lightweight, en welterweight ou en featherweight. Quelqu'un qui découvrirait le sport et 5 ans après a son title shot, c'est absolument inimaginable en lightweight, en welterweight ou dans les petites catégories. C'est inimaginable parce que c'est pas que un facteur. Si tu as le physique, ça peut presque suffire. Ou en tout cas, si tu es voilà, Cyril Gane, par exemple, on ne sait pas encore, on ne connaît pas encore son niveau de sol en réalité, parce que voilà, on sait qu'il met des soumissions, mais c'est une chose de mettre des soumissions comme il l'a fait à chaque fois, comment dire, contre Dontel Mace, par exemple, il l'a bien assaisonné avant. Il l'a bien assaisonné avant, et le mec est complètement cuit, il est cooked to the bone, comme dirait Bryce Mitchell, et donc à ce moment-là, tu passes la soumission. Mais effectivement, on ne connaît pas son niveau de sol, et pourtant, il est très probable, si jamais Cyril continue son streak, qu'il ait le title shot bientôt, parce que, voilà, à peine 6 combats après être arrivé à l'UFC, et on n'en sait pas beaucoup encore sur la totalité de ses skills en tant qu'artiste martial, mais voilà, ça peut aller tellement vite en heavyweight, parce que voilà, tu peux très vite sortir du lot, que c'est possible que dans 1 an, il ait son title shot. En lightweight, tu as intérêt d'avoir commencé le judo, la lutte et le striking à 6 piges et avoir été assidu au cours et au stade et avoir fait ça discipliné, avoir fait ça pendant 10 piges et avoir fait partie des meilleurs alors que tu as une meute de loups qui te suit derrière, etc. pour arriver à faire partie du top 10 en MMA et à l'UFC en 10 ans plus tard, quoi. Enfin, c'est vraiment, il faut que tu passes par le boulevard de la mort pour en arriver à un title shot ou un top 10 en lightweight, quoi. C'est vraiment 2 univers totalement différents. Exactement. Et même là encore, hein, pour finir là-dessus, même si vous êtes précipité au title shot, par exemple, vous regardez Conor McGregor, avant, il s'était quand même tapé José Aldo, Nate Diaz, et c'était une superstar. Donc c'était quand même difficile, hyper difficile pour lui. Et dernière stat, quand même, et pas des moindres, mon cher Rust, et je crois que c'est la première fois dans l'histoire d'une catégorie UFC qu'il y a ça. Si vous regardez le top 5 de la catégorie lightweight, eh bien, vous n'avez que des champions ou anciens champions. Et ça, c'est complètement dingue. Et quand je dis champion ou ancien champion, c'est champion intérimaire aussi. Ah, bien sûr, mais... Donc là, vous avez un top 5 des tueurs. Voilà. Et vous prenez le reste du top 10, vous dites aussi, à part Alia Quinta, il n'y a personne qui est entre guillemets évident où vous vous dites, c'est vrai que lui, c'est tranquille. Paul Felder, ok, il n'y a pas beaucoup de volume, mais il faut quand même se le farcir pendant 15 minutes minimum parce qu'il sera là pendant 15 minutes. Ouais. Dan Hooker, il fait pas non plus gaulerie malgré c'est vrai, les quelques limites. Et le reste qui arrive derrière, c'est Charles Oliveira, Kevin Lee, Diego Ferreira. Bon. Ouais, non, ça fait pas blaguer, quoi. Ouais. Ça fait pas gaulerie. Bon, allez, mon cher Rust, à la prochaine. Big shout out to my sweet protein, moins 38% avec le code. Allez, au revoir, Guillaume. Swear.